Impeccable, super. Pôle emploi et sa DSI se sont investis depuis déjà un certain nombre d'années dans les sujets de RSE et de conception. Depuis 2019, il y a des réflexions qui ont été entamées sur le plan stratégique au niveau de Pôle emploi pour intégrer la RSE. Et cette année, la démarche de la DSI est inscrite encore plus fort puisque notre DSI a érigé 2 OKR pour l'année en cours, l'année 2023. Le premier OKR, c'est de 100% des produits et services et un bilan environnemental mesuré et connu. Donc, ça veut dire que l'ensemble des projets va devoir fournir ce numéro d'équipe. Et le deuxième OKR, c'est que 100% des équipes au sein de la DSI ont engagé des actions pour réduire l'empreinte carbone. Ça marchera mieux comme ça. J'espère que vous m'avez quand même entendu à Lille. Donc, réduire l'empreinte carbone du SI, du front jusqu'aux infrastructures IT. Donc, c'est quelque chose qui est important et puis qui suit également la stratégie bas carbone qui est impulsée par le gouvernement. Et également d'améliorer la performance des services et de réduire la fracture numérique. Alors, réduire la fracture numérique, il ne faut pas oublier qu'à Pôle emploi, on est au service des demandeurs d'emploi, qui sont des personnes en situation précaire. Donc, si on fabrique des services qui sont uniquement tournés vers des devices dernière génération, on va encore plus les éloigner. Donc, c'est des choses auxquelles il faut vraiment faire attention, d'où tout le sens de la réduction de cette fracture numérique. Donc, qui je suis, vite fait? Je suis quelqu'un qui a 59 ans, j'ai pas mal bourlingué au niveau de l'IT. Et donc, je suis depuis 2 ans architecte d'entreprise à Pôle emploi et je travaille plus spécifiquement autour de l'éco-conception, du Green IT, peu importe comment on l'appelle, suivant les structures. Et donc, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis 2010, où j'ai donné mes premières conférences. À l'époque, je sévissais à Rennes et j'ai donné pas mal de conférences entre-temps et travaillé sur ces sujets-là à différentes reprises. Donc, la DSI de Pôle emploi, on est organisé en trincef. On a un programme de transformation de la DSI qui s'appelle TESI 25, dans lequel il y a un certain nombre d'axes stratégiques qui sont au nombre de 6. Et évidemment, la trajectoire bas carbone, inclusion et accessibilité numérique en fait partie. C'est ce dont je vais vous parler ce soir. On a d'autres thèmes stratégiques, dont un qui va vous rappeler la table ronde qui est prévue tout à l'heure, de faire du SI une plateforme de l'État en matière d'insertion et d'emploi. On a des sujets aussi autour de la gouvernance des données, des échanges de données, des sujets sur l'UX, l'expérience utilisateur. Bien évidemment, comme beaucoup de grandes entités, on a des sujets autour de la menace cyber. Et on a également maîtrisé le SI et son évolution. Et dedans, entre autres, on a nous aussi des sujets de dette. Et on verra tout à l'heure, je vais en parler, puisque la partie éco-conception, ça peut être quelque chose qui peut venir aussi alimenter la dette. Donc, Pôle emploi, on a réalisé un certain nombre d'actions et de chantiers sur 2022, donc, qui sont aussi bien des sujets de sensibilisation, d'achat responsable, parce qu'évidemment, si nous, on veut être vertueux, il faut aussi que les gens à qui on achète nos logiciels et prestations le soient. De faire de la conception responsable, donc là-dessus, on a fait un certain nombre de POC autour de la démarche, je vais en parler tout à l'heure. On a fait de l'optimisation de nos serveurs, et vous verrez qu'on en a beaucoup. On a beaucoup travaillé autour de l'accessibilité numérique parce qu'en tant qu'entité raccrochée à l'État, on a des impératifs en termes d'accessibilité de nos services numériques. On a beaucoup de nos collaborateurs qui sont en situation de handicap permanent ou temporaire. Et on a une particularité à Pôle emploi, c'est qu'on est largement au-dessus de la moyenne par rapport aux autres entreprises françaises en termes de nombre de collaborateurs qui sont en situation de handicap. Autre élément intéressant à Pôle emploi, c'est que 100% des postes de nos collègues en situation de handicap sont équipés. 100%. Il n'y en a pas un qui reste sur le côté de la route. On a travaillé aussi sur des sujets autour des mesures environnementales, parce que moi, à l'origine, j'ai fait des études de physique et sans la mesure, je ne peux rien faire. Et c'est super important si on ne sait pas de quoi on parle. On a aussi un plan de sobriété énergétique pour essayer d'améliorer tout ce qu'on peut au niveau de nos data centers. On a des sujets de rationalisation, des sujets de durée de vie des serveurs qu'on rallonge le plus possible, qu'on réutilise pour d'autres missions.
On a aussi une gestion responsable du parc informatique, et vous allez voir que notre parc informatique est assez gigantesque. Et puis, on essaye d'optimiser le bilan carbone en récupérant de nos data centers, en récupérant la chaleur pour chauffer des locaux, en mettant des panneaux photovoltaïques, en utilisant de nouveaux types de batteries pour les sauvegardes en cas de coupure du réseau. Donc, les objectifs sur 2023, on a un certain nombre de missions stratégiques qui se divisent en deux parties. La partie, bien évidemment, trajectoire bas carbone, la partie inclusivité et éthique, qui sont plus de la RSE. Et donc, dans notre programme de transformation, notre train de transformation du système d'information TESI 25, eh bien, on va travailler sur des chantiers macro qui sont les mesures et l'outillage, l'acculturation au numérique responsable et à la responsabilité sociétale des entreprises, les achats responsables, puisque depuis très peu de temps, on inclut des clauses dans nos commandes et nos achats. Et on a également un sujet autour de la conception responsable des services numériques. Et je vais en parler puisqu'on a un plan de formation qui vient tout juste d'être officialisé. Donc je travaille sur tous ces sujets-là, entre autres avec Anthony, qui est là parmi nous ce soir, qui est consultant chez EY et qui travaille beaucoup autour de l'éco-conception avec moi sur ce sujet passionnant. Alors l'impact du numérique. Bon, non, en fait, je ne vais même pas vous faire voir ça, vous le connaissez déjà en fait. Vous savez qu'on pollue, vous savez que ce n'est pas bien, vous savez qu'il faut améliorer, que les forêts brûlent l'été. Donc plutôt que de vous parler des constats, parce qu'on a plein de consultants en consulting qui nous rabattent les oreilles avec « c'est pas bien, il faut faire ci, il faut faire ça », moi je vais vous montrer vraiment ce qu'il faut faire. Donc ces slides-là, je vais les passer. On va parler un peu des chiffres de Pôle emploi. Qu'est-ce que c'est le SI de Pôle emploi? Donc déjà, on est 57 000 personnes à Pôle emploi. On a à peu près 45 millions de visites par mois sur l'ensemble de nos sites. Comme disait une de mes responsables quand j'ai passé l'entretien, Pôle emploi, Black Friday, c'est tous les mois avec l'actualisation. Il y a 4 jours où il y a 6,5 millions de personnes qui viennent se connecter. Donc on a des infrastructures quand même assez impressionnantes. On a à peu près 2500 serveurs physiques. On a à peu près 17 pétas, puis ça évolue tout le temps. On a 17 pétas de stockage. Et au niveau des équipements bureautiques pour l'ensemble des collaborateurs, eh bien, on a tout confondu, téléphone, PC, imprimante, etc. On a à peu près 450 000 équipements. Donc quand on fait une action, si on arrive à la globaliser, c'est tout de suite hyper intéressant. Petite question, je ne sais pas si vous le saviez, mais la page d'accueil de Pôle emploi, pôleemploi.fr, qui est le point d'entrée de beaucoup de gens qui, même s'ils ne restent pas sur cette page-là, arrivent toujours par là, elle seule, elle génère un peu plus de 2 grammes d'équivalent CO2. Donc on se dit, ouais, 2 grammes, c'est pas énorme. Mais avec le nombre de visites qu'on a tous les mois, cette page-là, elle génère presque 44 tonnes d'équivalent carbone. Donc ça vaut le coup de faire des optimisations dessus. Donc, qu'est-ce que c'est un peu l'éco-conception d'un service numérique? Il y a des définitions, il y a même une norme ISO qui définit ça. En gros, c'est toute la chaîne qui va être mise en action, qui est le matériel, le logiciel, les infrastructures qu'on va mettre en œuvre pour délivrer un service. Et donc, appliqué au service numérique, l'éco-conception, ça essaye de viser à proposer des services numériques ayant le moins d'impact sur l'environnement tout au cours du cycle de vie. Donc, le cycle de vie complet, c'est-à-dire la fabrication, le transport, l'utilisation, le recyclage ou l'évacuation complète d'un équipement ou d'un logiciel ou autre. Et donc tout ça, il faut essayer de garder à niveau constant, essayer de le réduire au minimum pour rendre le service de façon efficiente. Alors, comment on s'y est pris? On va faire un beau dessin pour vous expliquer tout ça. Donc, on a commencé déjà par inventorier les bonnes pratiques, les référentiels qui pouvaient exister sur Internet. Donc, il y en a des farfelus. Ils ont tenté, mais ce n'était pas bon. Il y en a des très sérieux. Et principalement, il y en a un qui vient de l'Institut du numérique responsable, qui a fait un guide de bonnes pratiques qui est vraiment intéressant, qui a été repris il n'y a pas très longtemps par la DINUM, la direction du numérique de l'État. Et donc maintenant, ce référentiel s'appelle le RGESN. Donc le RGESN, il regroupe un certain nombre de bonnes pratiques d'éco-conception qui sont assez généralistes, qui s'adressent un peu à tous les métiers. Donc on a, nous, construit notre propre référentiel
en s'appuyant sur les pratiques qu'on avait à Pôle emploi pour l'adapter, le contextualiser. Et puis, le RGESN, vous allez voir si vous plongez dedans, et je vous conseille parce que c'est vraiment intéressant, il est assez, c'est des phrases assez laconiques. Par exemple, il va vous dire optimiser les images. Ouais, super. On fait quoi? Nous, concrètement, dans notre référentiel d'éco-conception, ça donne 4 fiches de bonnes pratiques qui sont applicables aux images. Bon, je vous montrerai des exemples tout à l'heure. On a détaillé, on l'a fait un peu à la façon agile. En tant qu'équipe de conception nouveaux produits, services, je dois optimiser les images. Je vais faire ça. Il y a les tests associés. Donc derrière, il y a vraiment tout le détail qui est réalisé. Troisième phase, donc ça c'était en septembre 2022. On a, à partir des fiches pratiques, on s'est dit que ce n'était pas suffisant. On a également mis en place un radar de maturité pour aider les équipes à évaluer en fait leur niveau. Et puis également pouvoir mesurer le avant-après quand on avait mis en place des bonnes pratiques de conception. On a regardé aussi à essayer d'automatiser les tests, parce que moi je ne crois pas trop en l'humain et je me dis que si on peut se soulager la tâche et optimiser un certain nombre de choses et puis avoir un beau dashboard dans Sonar, puisqu'en fait l'éco-conception c'est un test de calimétrie parmi d'autres, donc ça pourrait être assez intéressant. Donc on a fait des développements là-dessus, on n'est pas encore complètement abouti, tout le monde n'est pas complètement d'accord, mais on va finir par trouver un consensus. Et puis en 2022, en octobre, une fois qu'on a mis en place tout cet outillage, on a testé notre démarche auprès d'équipes. Donc on a pris un certain nombre d'équipes pour tester la démarche, voir si ce qu'on avait mis n'était pas hors sol. Donc on les a accompagnés, en particulier avec Anthony, pour voir ensemble, avec ces équipes-là, comment ils évaluaient la charge de travail induite par cette résorption de dette d'éco-conception, si je puis dire, et puis voir un petit peu les gains avant-après. En mars 2023, il y a eu le REX qui a été fait par ces équipes-là, qui a été très concluant, parce que les équipes étaient assez emballées. Ça a été présenté au niveau du comité de direction de la DSI. Et donc, 2023, on y est, c'est maintenant, et c'est de ce dont je vous parle, c'est le déploiement de la démarche à l'échelle à Pôle emploi. C'est-à-dire qu'on a poké quelques équipes, maintenant ça va être tout le monde. Et comme vous avez vu, on a des OKR, donc ça sera vraiment tout le monde. Donc dans les REX, comment on s'y est pris à l'intérieur? Déjà, c'était de réduire l'empreinte environnementale du service, de montrer la valeur grâce à la mesure, d'éprouver aussi les outils, parce que vous verrez, il y a des outils, en particulier on s'est rendu compte qu'il ne fallait plus l'utiliser, d'évaluer aussi la charge induite. Et grosso modo, il a ressorti la chose suivante, c'est que le POC, il a duré 5 mois et demi. C'est la durée pendant laquelle ils ont fait les actions, parce qu'on voulait être le moins impactant auprès des équipes. On ne voulait pas leur phagocyter tout leur temps pour travailler dessus. Au total, ils ont réellement dédié au POC l'équivalent de 11 jours hommes. Et il y a 3 équipes qui ont été impliquées dans l'expérience. Là, c'est un exemple d'une des équipes. Donc, on a mesuré un certain nombre de choses. Donc, on a utilisé un outil, un plugin. Donc, c'est des équipes qui développaient une partie plutôt front. On a utilisé un outil qui s'appelle l'Eco-Index, qui est un plugin gratuit qui est développé par une communauté principalement française. Et donc, on a mesuré le poids de la page, le nombre d'éléments du DOM de la page HTML, le nombre de requêtes. Et puis, l'outil donne également l'équivalent en grammes de CO2 qui est rejeté sur la page. On a fait les actions d'optimisation, donc vous voyez les chiffres là. Ça a été assez rapide. Les équipes nous ont dit, effectivement, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas un sujet hyper technique. N'importe qui est capable de le faire s'il connaît les bonnes pratiques. Donc, le résultat, rien que sur cette équipe qui s'appelle l'équipe de la page MEZ, ils ont réussi à économiser avec le trafic qu'ils ont sur ce site-là l'équivalent de presque 3000 km en TGV. C'est pas rien. Par contre, typiquement, sur le fameux Eco-Index qui nous présente là, on a trouvé que l'outil était assez déceptif. Parce que les équipes nous ont dit, on a mis pratiquement en branle toutes les bonnes pratiques qui étaient pertinentes. On a fait pas mal de réductions et l'Eco-Index, il ne bouge pas. En plus de ça, on a constaté que l'outil en question, il n'était pas pérenne dans le temps. C'est-à-dire qu'on faisait 2 fois, 3 fois la même mesure
et il ne donnait pas le même résultat. Donc on s'est dit, voilà, c'est pas le bon outil. Donc on est en train de réfléchir, on va travailler, on lance un POC avec un autre outil qui s'appelle Fruger, et on va voir ce que ça donne, donc qui est un logiciel qui est développé par une entreprise française, et on a fait le kick-off ce matin. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Donc les outils à la disposition des équipes fabricantes, comme je vous ai dit, donc il y a ce fameux référentiel, dont vous voyez la superbe couverture qui va changer bientôt, qui contient donc actuellement 122 bonnes pratiques, qui sont classées en 6 familles, en 6 grandes familles, qui sont l'équipe, la stratégie, l'UX, l'UI, le code et l'architecture. Il y a certaines familles où il n'y a pas beaucoup de choses. Par exemple, la partie architecture, c'est encore assez vide, mais j'ai bon espoir qu'on arrive à améliorer ça. Donc c'est un document qui vit, on en est à la version 6 bientôt, puisque c'est ça, Anthony, tu vas publier ça bientôt. Et donc, comme je disais, on a le radar de maturité qui permet de voir avant-après sur les différents actes, là, sur les 6 familles. On a les fiches de bonnes pratiques et on a des exigences non fonctionnelles qui sont des tests automatisés qui sont proposés. Donc la checklist, c'est elle qui permet en fait de réaliser ce radar de maturité. Donc c'est un questionnaire qui est assez simple, hein, qui liste un certain nombre de bonnes pratiques. Les équipes disent oui, je l'ai mis en œuvre, non, je ne l'ai pas mis en œuvre, etc. Et ça permet de mesurer et de pondérer en fait les différents axes du radar de maturité. Une fiche pratique, ça ressemble à quoi ? Donc c'est organisé comme ça, il y a un numéro, il y a un titre qui est en haut. Ça donne aussi des priorités, des bénéfices. Quels sont les sujets, les familles qui sont impactées par cette bonne pratique. Il y a un contexte et les enjeux de la bonne pratique. Donc typiquement, là, il y a marqué choisir le bon format est crucial afin d'éviter de transporter des octets inutiles. Voilà, ça reprécise un petit peu pourquoi. Et puis derrière, il y a la mise en œuvre. On dit comment mettre en œuvre ça. On explique, là entre autres, c'est des balises HTML. Je rentrerai un peu dans les détails tout à l'heure puisque j'ai prévu, si on a un peu de temps, une petite démo. Et puis ensuite de ça, il y a une partie test qui dit voilà, comment on peut vérifier que la bonne pratique a bien été mise en œuvre. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout le monde qui est impliqué dans la DSI, à tous les niveaux. Et donc, on va en parler là. Donc, au niveau de la stratégie, alors vous allez voir dans cette liste hein, qui a un résumé, il y a des choses qui paraissent évidentes. Définir et documenter les processus internes. Alors, ça fait rigoler, tout le monde dit ouais, je le fais. Mais en fait, il faut le faire, quoi. Et vous verrez que ça aide pas mal. Il y a tous des sujets qui sont assez bateaux. Et puis là, récemment, on a découvert, imaginé un nouveau sujet qui va être inclus justement dans le prochain programme incrément de TESI 25. C'est de faire un outil pour estimer le coût environnemental d'une initiative. Alors qu'est-ce que c'est ? J'aime bien le titre, c'est un peu compliqué, mais c'est qu'une équipe qui a l'intention de fabriquer un produit ou un nouveau service, on va essayer de leur mettre à disposition un outil. Pour l'instant, ça sera un outil grosse maille qui donnera un peu des tailles de t-shirt. Mon application, elle a de grandes chances d'avoir un fort impact environnemental. Elle aura un impact moyen ou un impact faible. Et d'un point de vue stratégique, peut-être qu'on pourra, avec cet outil-là, se dire « Ah bah oui, si le projet que j'imagine, il a un fort impact, peut-être qu'en fait, ça sera un no-go et on ne fera pas le projet. » Donc stratégiquement, ça va être quelque chose d'intéressant. Donc on va travailler ça, entre autres, sur ce prochain programme incrément. Au niveau de l'UX, donc l'expérience utilisateur, là aussi, il y a un certain nombre de basiques qui sont dans le référentiel, qui sont limiter le nombre de fonctionnalités, d'optimiser le parcours utilisateur, de ne pas retenir l'attention, de minimiser les données. Bon, c'est des trucs qui sont un peu abstraits, mais on va vous donner un exemple concret. On a fait une petite étude pour essayer d'expliquer aux différents collègues ce que ça pouvait être un peu de minimiser le nombre de fonctionnalités. On a pris des sites concurrents, celui de l'APEC et puis celui d'Indeed. Et puis on a recherché un poste, chef de projet. Pour arriver au résultat sur l'APEC, il y a 4 étapes, 4 pages. Pour arriver au résultat sur Indeed, il y a 3 étapes, 2 pages. D'un côté, on a un bilan carbone de la navigation qui correspond à un peu plus de 8 grammes d'équivalent CO2. Et dans l'autre cas, 5 grammes. Voilà. Simplification,
essayer d'aller directement au résultat. Donc, c'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes et les UX designers, ils ont vraiment un travail pertinent à faire sur ces sujets-là. Au niveau de l'interface utilisateur, c'est d'essayer d'adopter là encore des designs sobres et épurés, d'optimiser les contenus, on reviendra dessus tout à l'heure, et puis d'adopter des pratiques qui vont favoriser la sobriété de ce qu'on fabrique. Un exemple tout simple de sobriété, vous allez sur un moteur de recherche, on en prend 2 au hasard. Non, Jean-François, je n'ai pas mis compte. Et donc là, on a pris le moteur de recherche de Microsoft, Bing, et puis on a pris celui de Google. Qu'est-ce qu'on fait? Généralement, quand on va sur un moteur de recherche, on a envie de rechercher. Quand on arrive sur Bing, on se dit, oula, il y a 20 fonctionnalités, la page, elle émet presque le double l'équivalent carbone de la page de Google. Donc, est-ce utile tout ce qu'il y a autour? La question se pose. En termes d'architecture, donc il y a des sujets qui étaient dans le référentiel de base qui sont d'optimiser les échanges et le stockage de données. Donc ça, c'est des choses qu'on essaye déjà de faire avec des sujets comme la déduplication, les référentiels uniques, etc. Ne pas refaire des données qu'on peut refabriquer par ailleurs. N'est-ce pas, David? Essayer de rallonger et puis de rationaliser aussi la durée de vie des matériels en data center. Nous, par exemple, dans nos data centers, puisqu'on a 2 data centers en propre, les serveurs, on les pousse jusqu'à 7 ans. Et on est en train de regarder pour éventuellement encore aller plus loin. Ça marche encore. On a du stock. Donc, les pièces de rechange, on les a. Donc, ça peut marcher. Et il y a un nouveau sujet qui est aussi des patterns d'architecture. D'architecture technique, d'architecture applicative pure. Et ça, justement, comme on est en train de tout mesurer actuellement, on est en capacité de mesurer pratiquement 100% de toutes les applications qui tournent sur notre parc de VM. On est en train de mettre ça dans un data lake et on aimerait faire du machine learning dessus pour essayer d'identifier des patterns. Est-ce que c'est tel framework qui génère un impact fort au niveau carbone? Est-ce que c'est l'âge du capitaine? Est-ce que c'est le sens du vent? Personne n'est capable de le dire. Donc, on va stocker les données qu'on récupère de la prod et après, on va les analyser pour essayer de voir s'il y a des clusters qui se créent de types de consommation qui peuvent être équivalents. Donc, ça permettra sûrement de driver les choix technologiques, les choix de framework et non pas uniquement être drivé par des coûts financiers ou des coûts de disponibilité de talents ou de ressources humaines qui sachent faire sur un sujet. Je vais passer assez vite sur des sujets d'architecture. Nous, à Pôle emploi, on a encore beaucoup, malheureusement, de nos sites qui utilisent le protocole HTTP 1.1, pas encore HTTP 2, avec lequel il y a beaucoup de gains, pas encore HTTP 3, parce que c'est encore en bêta et sur Apache et sur Nginx. Ça amène quand même un gain de performance certain, donc une expérience utilisateur et une frugalité qui est loin d'être négligeable. Il y a aussi des protocoles de compression. Tout le monde utilise gzip. Il y a un protocole qui est beaucoup plus efficace qui s'appelle Brotli, qui a été créé par Google en 2016. Tous les serveurs web et tous les clients web, ils connaissent Brotli. Il y a quand même un gain qui est de 30%. Je ne sais pas pourquoi on l'utilise pas. C'est une ligne de conf. On va parler de la conception. Donc là, pareil, je rentre dans des trucs qui sont tellement évidents que quand je le dis, les gens rigolent. D'écrire du code de qualité, d'optimiser du code et puis d'adopter des pratiques de code efficient. Je rappelle, pour la plupart, on est ingénieur. Un ingénieur, ça se pose des questions sur sa façon de travailler. Ce n'est pas juste un exécutant qui écrit de la ligne. Normalement, ça devrait être ça, notre boulot. De réfléchir, faire du profiling, de se reposer la question, de rechallenger une architecture. Voilà. Donc, je ne vais peut-être pas faire le démo time parce que là, le temps est un peu court. Donc, je vais prendre un exemple très simple, mais oralement, c'est déjà pas mal de le dire. Il existe différents types de formats d'images. Donc, beaucoup d'entreprises utilisent JPEG, utilisent PNG. Il existe le format WebP qui existe depuis de nombreuses années, qui est bien plus efficace que JPEG, qui a une taille beaucoup plus petite. AVIF, qui existe et qui est pris en charge par presque tous les navigateurs maintenant, sauf Safari depuis très peu de temps, depuis un peu plus de 2 ans.
Alors lui, il a un taux de compression de malade, donc garde pratiquement 80% de la taille par rapport à un JPEG. Il y a une façon de le déclarer, donc vous voyez la mise en œuvre. Un format d'image classique, on met IMG, patati patata. Le format optimisé, on met une autre balise qui s'appelle Pitcher. On donne, et l'ordre est important, AVIF d'abord, WebP après, et le Legacy en dernier. Le navigateur, il regarde comme ça, il dit, est-ce que je connais AVIF? Si je ne connais pas AVIF, je passe à la ligne suivante. Est-ce que je connais WebP? Oui, il s'arrête là, il télécharge WebP. S'il ne connaît pas non plus, même avec le vieil IE6, ça marche, je l'ai vérifié, et il arrive à la balise image et il télécharge l'image, donc ce qui fait que tout le monde est gagnant. Il y a aussi une technique qui est pratiquement utilisée par personne. C'est juste une directive à rajouter dans la balise IMG qui est loading égale lazy. Alors lazy voulant dire feignant. Peut-être est-on feignant nous-mêmes parce que personne ne le fait. Typiquement, sur la page d'accueil de Pôle emploi, on doit avoir 17 images. 100% de nos utilisateurs arrivent sur cette page-là, même s'ils ne veulent pas aller dessus, ils rentrent, c'est leur point d'entrée, et ensuite ils vont dans le menu, ils cherchent quelque chose. Donc on télécharge toutes les images de la page pour rien. Le lazy loading, c'est quoi? Ça va charger les images qui sont au-dessus de la ligne de flottaison. Si la personne scrolle, le navigateur le détecte et va télécharger les assets suivants au fur et à mesure. Donc il y a un gain qui est juste phénoménal parce que la bande passante, ça coûte. La charge qu'on envoie vers l'utilisateur qui n'est pas forcément au milieu des villes avec de la fibre optique, il est plutôt en campagne très loin avec un débit qui n'est pas terrible. Donc voilà, on sauvegarde des ressources chez nous, donc économiquement c'est intéressant, et puis on donne une expérience utilisateur à nos usagers qui est vraiment excellente. Donc c'est des petites choses, on peut les mettre en place tout de suite, ça marche partout. Donc faites-le. Donc à titre d'exemple, en appliquant 6 préconisations, dont celle sur les images, rien que sur la page d'accueil, donc on a à peu près, je crois que c'est 14 millions de visites par mois sur cette seule page. Donc elle fait à peu près un poids, ça varie bien évidemment, qui fait actuellement un peu plus de 2 mégas. Donc ça fait un équivalent de presque 44 tonnes d'équivalent carbone, c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, en appliquant ces préconisations, on divise quasiment par 2 le poids de la page. Et donc, qu'est-ce que ça fait, 22 tonnes? C'est à peu près 100 000 km en voiture. C'est la fabrication de 800 smartphones. Et puis, c'est à peu près 50 000 litres d'eau. Donc, des choses qu'on a, on sait bien, à foison. Donc, on peut les dépenser. Dépensons-les. Donc, le passage à l'échelle. J'en ai parlé déjà un petit peu, donc l'époque, qui était le court terme. Le moyen terme, c'est de construire les formations. Donc on a un parcours de formation qui est officiellement accessible à l'ensemble de la DSI depuis ce matin. Non, cet après-midi, pardon. Donc on a un parcours de sensibilisation sur une demi-journée qu'on a bâti depuis un peu plus d'1 an. On a un parcours de formation d'une journée à destination des développeurs, avec comme préalable d'avoir suivi d'abord la session de sensibilisation. Donc en gros, c'est un petit peu la présentation que je vous ai fait là, mais beaucoup plus fouillée, avec plein d'exemples, avec plein de jeux aussi, parce qu'il faut faire de la gamification. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, sur le long terme, on a des OKR qui sont inscrits, gravés dans le marbre de la DSI. Donc, il va falloir que l'ensemble des parties prenantes de la DSI, internes comme externes, aussi les prestataires, on respecte cette règle du jeu. Je vais terminer avec les sujets d'avenir et de réflexion. Alors nous aussi, on fait de l'intelligence artificielle, du machine learning, parce que, entre autres, une des plus grandes applications chez nous, c'est la détection de la fraude. Parce qu'il y en a qui fraudent encore, et vous avez peut-être entendu récemment, le gouvernement a dit qu'ils allaient encore amplifier ça. Néanmoins, ça a un impact. Ça, c'est par exemple un auteur d'un outil qui s'appelle Dataset, qui est quelqu'un de très compétent sur le sujet et sur l'analyse des données, qui a fait une analyse de la partie apprentissage de différents modèles équivalents à ChatGPT pour voir cette phase d'apprentissage, qu'est-ce qu'elle coûte en termes de carbone. C'est juste délirant. Bon, c'est chouette, ChatGPT, mais voilà, il faut se poser aussi des questions. Il y a aussi des sujets intéressants, comme je ne partage que le PowerPoint, je ne vous ferai pas voir dans mon navigateur.
il y a une réflexion qui se fait aux États-Unis sur ce qui s'appelle le design adaptatif. C'est-à-dire qu'ils ont un enjeu aux États-Unis de rendre des services d'information ou d'urgence en termes de communication sur les médias. Et ils ont régulièrement des catastrophes climatiques, donc pas d'électricité, du réseau dégradé. Eh ben, les réseaux comme CNN, la National Public Radio et puis la Public Broadcasting Service, ils ont des services text-only, des services web text-only, pour ne pas drainer les batteries des utilisateurs, pour leur continuer à fournir de l'information, parce qu'ils ne pourront peut-être pas recharger, et pour être sur des réseaux à débit très très faible. Et le W3C, qui est l'organisme qui s'occupe de standardiser le web, ils sont en train de réfléchir à proposer d'inclure ce système-là. C'est vraiment intéressant. Il y a aussi une société que j'aime bien, parce que c'est des Rennais, et j'étais originaire de Rennes avant de devenir réfugié climatique à Bordeaux, qui a créé un site qui est assez rigolo. C'est qu'ils ont un site qui est épuré par défaut. Et vous avez une petite case à cocher qui est dans le bas de la page, et vous pouvez passer sur le design normal, où pour le coup, là, c'est une photo d'un soleil. Donc c'est assez rigolo, et en termes d'impact carbone, c'est assez intéressant. Je vous ai listé là un certain nombre de sites qui essayent d'avoir un petit peu des démarches vertueuses et puis qui présentent des choses. Au niveau de la mesure, vous avez compris que je suis un mesureux et que j'adore ça. Il y a des outils qui existent, et c'est sympa parce qu'il y a beaucoup de projets français. Il y a Power API, qui est un outil open source qui est entre autres développé par des gens du CNRS, d'EDF et puis d'autres sociétés. Il y a un outil qui est assez sympa que j'ai mis en œuvre à la maison, parce que je suis un fou, je fais de l'informatique à la maison aussi, qui s'appelle Scaphandre. C'est un outil qui est basé sur Grafana Prometheus, qui récupère les données de consommation sur des serveurs, qui les agrège dans un dashboard Grafana. Et c'est vraiment hyper intéressant parce qu'on peut descendre à la consommation au niveau du pod. Il y a des trucs pas mal dessus. Il y a un projet allemand que j'ai découvert tout récemment qui s'appelle Greenmetric, qui propose aussi du dashboarding, qui s'appuie un peu sur les mêmes outils que Power API ou que Scaphandre. Et c'est vraiment des choses intéressantes à regarder. Voilà, j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions ? Vous m'entendez ? C'est bon. Une seule question. Les fiches pratiques. Je me pose la question du périmètre. Je viens de voir une présentation où, en fait, je me dis le périmètre, c'est pas juste Pôle emploi. J'ai l'impression que ça pourrait aussi, moi, me servir. Et dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai pu travailler, j'ai l'impression que ça pourrait servir. Et donc, ma question, c'est est-ce que ces fiches pratiques, elles n'auraient pas vocation à être finalement une part du référentiel dont on parlait tout à l'heure, le RGESN? Voilà. Alors, bon, je suis démasqué. En fait, j'ai prévu justement sur ce programme incrément d'open sourcer le référentiel d'éco-conception. Donc, la petite problématique, c'est qu'actuellement, c'est un document PowerPoint. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on est en train de mettre l'ensemble des fiches au format Markdown. On va utiliser un outil qui s'appelle Pandoc, qui permet en fait de compiler du Markdown vers du PDF, vers du PowerPoint, vers du Word. Et donc voilà. Donc oui, ma réponse est oui, tout le monde va pouvoir en profiter. Comme ça, dans ce sens-là ? Ouais. Merci. Pas de problème. Question ? Je suis très content d'apprendre qu'on va retourner sur Lynx pour pouvoir... Oui, non, mais c'est pour les anciens. Ouais, non, je n'ai pas connu, moi. J'étais trop jeune. Donc, sur une petite question, là, parce que tu parlais justement de mettre à disposition ce référentiel, mais tu as parlé aussi à un moment de dire, tiens, on va utiliser des données, on va faire du machine learning dessus pour savoir quels sont les langages, les frameworks. Est-ce que ça, tu as connaissance des initiatives qui existent, où on a des benchmarks quelque part, où vous allez être les premiers par rapport à ça? Est-ce que vous pensez le publier On verra comment ce qui ressort effectivement d'identification de cluster ou pas qu'on aura sur les données qui sont propres à
par Pôle emploi, parce que après, je pense que ça peut être généralisé. Il y a très peu d'études. Il y a eu une étude qui a été faite il y a 4 ans par un gars qui s'était amusé à tester la consommation énergétique de différents langages. Et ça s'était arrêté là. Et puis il y avait eu un peu des polémiques, puisque certains langages, comme Golang, s'étaient un peu sentis lésés parce que mal classés. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas eu grand-chose. J'ai vu une autre étude qui avait essayé de classer aussi l'efficacité énergétique de certains frameworks Node.js. J'ai creusé un peu le truc, c'était un peu n'importe quoi. Malheureusement, pour l'instant, je trouve que c'est assez vide. Et c'est un des soucis qu'il y a dans l'éco-conception, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont établi des croyances. On retrouve un petit peu l'effet fake news. Donc justement, c'est pour ça que j'aime bien repartir de la mesure, parce que quand on aura de la mesure, on saura de quoi on parle. Voilà, c'est important. D'autres questions? Les Lillois? Théorique. Imagine, je vais voir mon DSI, je lui dis je peux réduire de 90% mon empreinte carbone sur mon site web, mais ça me coûte 30% de vitesse de trafic. Comment tu lui vends que c'est important et comment vous arrivez à faire la balance entre je suis d'accord d'adapter, pour pas dire dégrader un petit peu l'expérience de mes utilisateurs ou de mes habitants au profit d'une conception éco-responsable? Alors, je vais répondre de façon détournée. En fait, en éco-conception, il y a un précepte qu'on appelle le précepte des 3 P, People, Profit, Planet. Donc, on s'adresse aux gens et on essaie de préserver la vie des gens. On a aussi du profit à faire. Il faut que le service qu'on propose nous soit profitable et soit profitable aux autres d'un point de vue aussi financier, même si pour l'emploi, on n'est pas forcément sur ces enjeux-là, et puis qu'on préserve la planète. Donc, de toute façon, l'éco-conception, au même titre que l'aspect financier, l'aspect ressources humaines disponibles quand on veut lancer un chantier, ça doit être un axe de réflexion. Ça ne doit pas être le seul. Ça doit être un des axes. Est-ce que je réponds à ta question? Au moins en partie, oui. C'est comment intégrer ça dans le mindset quand on conçoit les choses et que ça devienne de plus en plus, et que ça ait un poids de plus en plus important dans les choix stratégiques qu'on peut faire. Ouais. Alors, je pense que de toute façon, avec les événements qui se sont passés l'été dernier, en particulier les Bordelais, on est assez sensible, parce que ça a quand même pas mal cramé chez nous. Je pense qu'il y a une prise de conscience, avec aussi toutes les problèmes d'énergie qu'on a failli avoir. Il y a aussi une prise de conscience. Je pense qu'il y a un certain nombre d'alarmes qui s'allument partout, puis on nous en parle tout le temps. C'est pour ça que les 2 premiers slides, où on répète l'impact du numérique, que le numérique, ça pollue, etc., je les ai passés parce qu'on le sait. Les jeunes générations sont sensibles aussi. C'est un travail de longue haleine. Il faut encore évangéliser certains qui ont des doutes ou certains qui veulent prioriser d'autres sujets. C'est un sujet parmi d'autres, ce n'est pas le seul. Et moi, là-dessus, je tiens à ce que vraiment ça soit quelque chose qui fasse partie d'un tout. Ok, merci. Et j'en profite. Laurent, ne fais plus de barbecue sur la dune du Pilat au mois d'août, s'il te plaît. D'autres questions? On en a une sur les... C'est bon, il marche ce micro. Frédéric, on voit bien les endroits où on peut mesurer. Je ne vais pas dire que c'est facile, mais c'est naturel. On a l'habitude de la mesure, on a des outils, on a des chiffres, donc ça nous aide à nous mettre en mouvement. Les parties les plus compliquées, tu en as cité 2, tu as cité l'architecture, et il y a aussi le design. Du coup, 2 questions. C'est, tu l'as dit que tu allais commencer à faire des éléments sur l'architecture. Où on trouve des référentiels. Enfin, moi, je connais Green Software Foundation, je ne sais pas si c'est celui-là sur lequel vous vous appuyez, mais où est-ce que vous trouvez les éléments relatifs à l'éco-conception, mais avec une approche plus build, les patterns d'architecture, les patterns de développement, etc., voire les patterns sur les données. Et après, c'est comment tu fais pour embarquer les PO, parce que
Je pense qu'eux ont un rôle majeur à jouer dans le design des services et donc dans finalement l'efficacité carbonée ou pas de ces services. Alors clairement, comme je l'ai dit, il y a des sujets dans le référentiel qui sont quasi vides et malheureusement l'architecture en fait partie. Donc je pense que les mesures qu'on va réussir à faire et peut-être les enseignements qu'on va réussir à en tirer vont peut-être pouvoir identifier des patterns d'architecture qui vont être plus ou moins vertueux. Actuellement, je n'ai pas la connaissance de ça. J'ai regardé on a pas mal recherché avec Anthony justement pour voir s'il existait des démarches, des idées là-dessus. Pour l'instant, ça fait malheureusement partie des sujets qui sont quasi vides. Donc là-dessus, comme on est plein d'architectes à Archilocus, j'espère que vous aurez plein d'idées. Et il faut tester des trucs. Il faut tester des trucs. Peut-être que vous-même, vous allez détecter des trucs dans vos organisations, des façons d'architecturer des applications, et vous allez vous dire, en fait, tiens, j'ai besoin de moins de serveurs. Ça peut être intéressant. L'exposer à la communauté en disant, tiens, on a fait ça, avant on utilisait tel type d'architecture, on est passé là-dessus, c'est effectivement plus vertueux. Typiquement, tout le monde, par exemple, se précipite sur K8S, avec tout ce qui est l'autoscaling, des trucs comme ça, qui est la promesse de justement pouvoir utiliser la juste valeur. Est-ce que l'autoscaling va être quelque chose d'éco-responsable? Je ne sais pas le dire. Il faut le mesurer. Donc là-dessus, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà des principes de base qui sont justement dans le référentiel d'éco-conception. Et il y a des choses à inventer, il y a des choses à chercher, à découvrir. Et ça, c'est quand même assez fun. On n'a pas des trucs, des recettes toutes prêtes à appliquer. On a aussi de la créativité et un pouvoir de décision sur l'avenir de l'informatique et des services numériques. Juste pour compléter là-dessus, il y a la Green Software Foundation qui était derrière la fondation Linux, même si c'est plutôt les intérêts privés, qui a commencé à publier des patterns autour du sujet. C'est assez intéressant leur démarche. Effectivement, cette fondation qui date d'il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, si je me souviens de son nom, on commence à faire des choses. Pour l'instant, c'est encore assez beau, mais ouais, j'ai effectivement ça dans mon viseur pour voir un peu quelle est leur progression là-dessus. Ah, ça marche pas, le micro marche pas. Cette fois, c'était bon. Ah, c'était bon? Oui, on a tout entendu, c'est bon. Merci. Ouais. Oui, du coup, Amazon a fait un retour d'expérience sur le fait d'avoir abandonné son architecture serverless sur Prime Video pour retourner sur une architecture plus monolithe, legacy, monolithe. Est-ce que du coup, il n'y a pas un dogme sur justement tout ce qui est K8S, serverless, qui est peut-être presque trop prégnant dans nos métiers à l'heure actuelle? De toute façon, c'est vrai que déjà, quand on voit un cluster K8S à vide, juste pour exister lui-même, il demande déjà un nombre de ressources qui est assez phénoménal. Donc la question se pose, est-ce que pour un petit service, j'ai besoin de K8S? Et il y a eu des articles là-dessus, pour quelles raisons on ne devrait pas utiliser K8S. Et ça peut peut-être être une réponse, dire si je veux être éco-responsable et que mon service est petit, peut-être que K8S, ce n'est pas l'option. Il faut se poser des questions. Et effectivement, comme je disais, il y a l'aspect financier quand on fait un choix technique. Il y a l'aspect hype aussi, parce que on est des informaticiens, on a envie d'utiliser la dernière techno à la mode. Mais peut-être qu'il faut regarder, et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un des axes et un des choix de décision, et dire, en fait, peut-être pas, quoi. Il faut se questionner. C'est vrai qu'il y a plein de choses, on a vécu dans l'opulence, il y a plein de choses qu'on a fait sans réfléchir. Maintenant, c'est un des points qu'il va falloir regarder. Donc, c'était la dernière question. Merci à tous.